Et voilà, je pense que l'enregistrement est débuté. Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Mon nom, c'est Isabelle Renaud. Je suis la responsable de l'éducation à l'AFPC Québec. Et ce soir, on va parler d'un sujet très important, le fameux PL 59, le projet de loi sur la modernisation, ou devrais-je dire la fausse modernisation de la loi sur la santé et la sécurité du travail. Et pour nous entretenir de ce sujet-là, on a la chance d'avoir Serge Beaulieu qui a accepté notre invitation, qui est conseiller syndical au service de l'éducation de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ. Merci beaucoup, Serge, d'être avec nous ce soir. C'est un réel plaisir pour nous de t'avoir. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, on a pris des bonnes résolutions depuis le début de l'année 2021. Et une de celles-là, c'est dans tout l'esprit de vérité et réconciliation. On fait une reconnaissance territoriale. Je sais bien qu'on est tous à des endroits différents au Québec derrière notre écran, mais moi, je me trouve à Terrebonne, qui est sur le territoire non cédé de la nation, Abénaquis, un lieu qui était considéré comme propice aux échanges et aux rassemblements, un peu qu'est-ce qu'on va faire ce soir. Également, je nous rappelle quelques conseils, en fait, des petits conseils techniques pour s'assurer que tout va bien, mais on commence à être pas mal habitué d'interagir sur les plateformes. Donc, peut-être juste garder votre micro en sourdine quand Serge va faire sa présentation. Également, on va réserver, comme je vous ai mentionné, une période de questions à la fin. Aussi, on se trouve dans une activité de l'AFPC. Donc, comme d'habitude, quand on est en classe, il n'y a aucune forme de harcèlement qui est tolérée. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez interagir avec moi dans le chat en privé. Je vais tenter de régler la situation. Et comme on l'a mentionné, le webinaire est enregistré, donc ceux et celles qui vont vouloir le regarder, sachez qu'il va se trouver sur le site de l'AFPC à l'onglet « Éducation ». Également, je tiens à vous le préciser tout de suite parce que Serge est pas mal généreux avec nous. Il va nous permettre de vous partager la présentation PowerPoint après le webinaire. Alors, ce que ça veut dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous dépêcher à prendre plein de notes. Vous pouvez juste savourer ce qu'il va dire, préparer vos questions et vous allez avoir toute l'information. D'ici la fin de la semaine, on va vous transmettre ça. Maintenant, ce que je souhaiterais faire, c'est passer la parole à Yvon qui va vous adresser quelques mots. Donc, à toi la parole, Yvon. Bien, merci beaucoup, Isabelle. Merci, Serge, d'être parmi nous, puis merci tout le monde d'être à l'écoute de cette information, je pense, extrêmement importante. Vous savez, cette loi de la santé et sécurité que nous avions et qu'on a toujours finalement vieille depuis 1979, j'étais passamment fier dans les années 80, début 90. Mais on sait que cette loi-là était due, hein? Elle vieillissait mal. Elle avait fait son temps. On se devait de la réformer, on se devait de l'améliorer et on se devait surtout de l'actualiser qui reflétait encore plus la réalité. Hein? Prenons juste la dernière année au niveau là, du télétravail puis de toutes nos personnes là, qui sont tombées au combat dans le cadre de cette crise, de cette pandémie. La CAQ l'avait promis et aussi l'a proposé, disons. Mais j'ai rencontré avec d'autres affiliés le ministre Boulet en décembre. Écoutez, on avait beaucoup de questions sur plusieurs aspects. Bien honnêtement, il a été sans réponse pour la plupart. Il a fini par dire à la toute fin, à un moment donné, vous savez, je vous écoute, j'en prends bonne note et sachez que je suis un ami des travailleurs, je suis un ami des syndicats. C'est la même phrase qui m'avait servi en 2019 quand je l'ai rencontré dans son bureau pour aider dans le conflit de l'abbaye. En tout cas, à ma connaissance, il n'a pas fait grand-chose pour les travailleurs. Son unique base de référence, là, excusez, ça a toujours été l'argent. Cette réforme, en fait, cette soi-disant réforme, c'est un recul présentement là, pour tout ce qui concerne les médecins traitants, les femmes enceintes, la prévention. Écoutez, j'en pense là, parce qu'effectivement, je vais me choquer. Et puis, j'aurais le goût d'en dire beaucoup plus, mais je pense qu'on va plutôt référer à un spécialiste qui est parmi nous, M. Serge Beaulieu, que je salue et je suis très content qu'il soit parmi nous et qu'il s'est libéré ce soir. Donc, Isabelle, je pense qu'on devrait commencer parce que le plus intéressant est à suivre. Merci Yvon. Avant de passer la parole à Serge avec ce que tu as dit, j'ai comme une phrase un peu galvaudée qui me venait en tête, mais avec des amis de même, on n'a pas besoin d'ennemis, comme on dit.
Alors, Serge, pourrais-tu, s'il te plaît, commencer la présentation, peut-être nous faire un partage d'écran parce que tu nous as préparé une belle présentation pour synthétiser tout ce projet de loi-là. Merci. Voilà, ça devrait fonctionner. Oui, ça fonctionne très bien. Alors, c'est à mon tour de vous remercier de l'invitation ce soir. En fait, je me présente davantage. Serge Beaulieu au service d'éducation de la FTQ depuis maintenant 16 ans. C'est moi qui s'occupe du volet santé-sécurité du travail et aussi la formation spécialisée là, de ceux qui vont aller plaider devant les tribunaux administratifs et aussi en arbitrage de grief. Notamment, je m'occupe de ça. Donc, je suis bien placé de vous parler de la loi santé-sécurité du travail. Ça fait tellement longtemps qu'à la FTQ, ça fait 40 ans. En fait, quand j'arrivais sur le marché du travail, on revendiquait déjà, c'est-à-dire quand j'avais 20 ans, on revendiquait déjà une mise à jour de la loi santé et sécurité du travail. Alors, voilà, on arrive avec ça aujourd'hui. Pour vous présenter ça, puis dans le fond, tout ça se fait dans le cadre de la campagne actuelle de la FTQ pour faire valoir un peu c'est quoi notre point de vue concernant le projet de loi 59 et pourquoi qu'il rate la cible. Je vais vous l'expliquer. Je vais faire de mon mieux pour vous l'expliquer parce que quand je dis de mon mieux, là, j'ai 45 minutes pour faire ça, maximum. Alors, peut-être moins de temps même. Ce que je peux vous dire, c'est que normalement, j'ai 2 heures pour faire ça. Et en 2 heures, j'y arrive à peine. Là. Tellement que de modifications dans ce projet de loi-là. Alors, je vais vraiment aller à l'essentiel. Et parfois, je vais vous dire des choses, vous n'aurez pas le choix de juste me faire confiance parce que je n'aurai pas le temps de le détailler. Alors, je fais un survol. Et si jamais vous voulez plus de détails, j'ai d'autres présentations. La présentation d'1 heure, j'ai une présentation aussi de 2 heures qui est beaucoup plus complète dans le PowerPoint que vous pourrez avoir plus d'informations. Autrement, je reste toujours disponible pour répondre à vos questions, soit à la fin ou plus tard ou à n'importe quel moment dans l'avenir. Alors, j'y vais et je comprends qu'à la fin, il y aura une période de questions. Prenez des notes si vous voulez pour les poser à la fin. Alors, vous savez, là, juste un bref rappel, c'est en octobre que le projet de loi a été déposé, 27 octobre dernier plus précisément. Quand je vous disais qu'il y a beaucoup de détails, c'est un gros projet de loi. C'est probablement le projet de loi dans le monde du travail le plus important des 25 dernières années au Québec. Il contient 293 articles qui touchent la loi santé et sécurité du travail, la loi sur les accidents de travail, maladies professionnelles, la loi sur les normes du travail, bon, puis un paquet d'autres lois et règlements. Il y a eu une commission parlementaire du 19 au 22 janvier 2021. Il y a une trentaine d'organismes ou de personnes qui se sont présentés, qui ont été invités pour déposer leur mémoire. Évidemment, la FTQ y était et la mémoire est en ligne là, sur le site Internet de la FTQ si ça vous intéresse. Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, à la FTQ, quand que le projet de loi est arrivé? On a créé des comités. On s'est servi de notre comité permanent santé et sécurité du travail à la FTQ pour siéger, pour créer des sous-comités pour regarder le projet de loi, l'analyser, parce que c'était complexe. Là. Puis là, on avait des gens de tous les syndicats affiliés de la FTQ, dont ceux de la FPC, évidemment, pour regarder tout ça, le décortiquer, le comprendre. Et même, je dois vous dire, là, il y a même plusieurs aspects, lorsqu'on regardait ça, même les spécialistes, on n'en revenait pas. On disait, c'est-tu vraiment ça qui contient le projet de loi? Et finalement, on arrive à la conclusion que oui, c'est ça. Alors, c'est ce que je vais faire, là, vous expliquer là, dans la prochaine demi-heure les grandes lignes de ce projet de loi-là, qui c'est clair que ça rate la cible. Ça ne fait pas notre affaire à la FTQ. Et puis, c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui, c'est plutôt une fausse modernisation du régime en santé et sécurité du travail. Je n'ai pas le choix, avant d'aller dans le projet de loi aujourd'hui, de reculer un petit peu dans le temps. Pas mal même dans le temps. On va retourner au début du siècle pour vous parler de ce qu'on appelle, nous, le grand compromis historique qui est sous-jacent au régime de santé et sécurité du travail. Là, je ne vous parle pas de prévention, mais je vais vous parler de la réparation. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est basé sur les principes de Méridite. Le Méridite, qui est un juge ontarien qui a fait un rapport à l'époque. Mais au-delà de ça, c'est qu'on est venu créer un régime sans égard à la faute. Le compromis, parce qu'à l'époque, là, vous savez, quand on est au Québec, c'est le Code civil du Québec qui s'applique. Alors, on peut poursuivre l'auteur d'un dommage qui nous serait créé. C'est ça que c'est le principe et ça s'applique à tout le monde qui est dans la salle virtuelle ce soir. On ne peut pas se dégager de ça.
Sauf qu'on avait le droit, et à l'époque, c'est ce qu'on avait réfléchi. À l'époque, les travailleurs et travailleuses qui avaient un accident de travail, je ne parlais pas des maladies parce que c'est extrêmement difficile à prouver à l'époque, mais quand il y avait un accident de travail, ils poursuivaient leur employeur pour leurs dommages. Et bon, avec tous les avantages et les désavantages, surtout que ça pouvait créer. Les gens n'avaient pas nécessairement les moyens de poursuivre leur employeur et les employeurs, parfois, il n'y avait pas les rangs assez solides. Là, surtout si on rendait quelqu'un vraiment handicapé, bien, souvent, ce que ça pouvait créer, c'est une fermeture de l'entreprise. Alors, on a inventé un système qui est plein de sens, c'est-à-dire on a créé un régime sans égard à la faute, sans égard à la responsabilité de quiconque, qui permet, dans le fond, de protéger les employeurs des poursuites. Donc, les travailleurs et les travailleuses, encore aujourd'hui, ça n'a pas changé, on n'a pas le droit de poursuivre un employeur lorsqu'on a un accident de travail ou une maladie professionnelle. Hein? On va créer un régime à part et lui va nous indemniser. Mais en échange, c'est ça que les employeurs ont donné. Donc, il faut comprendre que si on veut faire des modifications au régime santé-sécurité, il faut que ces lois et ces règlements-là soient des bonnes lois pour les travailleurs et les travailleuses parce qu'on n'a plus d'options. On ne peut pas poursuivre. Pourquoi que je vous parle de ça et j'insiste un petit peu là-dessus? C'est parce qu'aujourd'hui, vous allez entendre, et c'est ça les employeurs ce qu'ils sont venus dire en commission parlementaire, et vous allez peut-être l'entendre encore, les employeurs, leur message, c'est enfin, et vous allez voir un petit peu tantôt, là, mais ils disent enfin, la CNESST va prendre le contrôle sur qu'est-ce qu'elle paye et qu'est-ce qu'elle ne paye pas pour les victimes d'accidents de travail. Comme une compagnie d'assurance. C'est vrai qu'une compagnie d'assurance, c'est ça que ça fait. Ça paye ou ça ne paye pas, et ça vient dire, bien, on paye pour tel produit, ou, mettons, les médicaments, c'est un pourcentage 50 bien, 80 100 des médicaments, puis vous connaissez ça, l'assurance collective. Alors, eux sont heureux, les employeurs, de voir que la CNESST va décider qu'est-ce qu'elle paye ou qu'elle ne paye pas, plutôt que ce soit la loi et les tribunaux qui l'appliquent. Ce qui ne nous parle pas, par exemple, c'est qu'on n'a plus le droit de poursuivre. Ça, ils n'en parlent pas. Alors, ce qu'il va falloir défaire un petit peu ce discours patronal, c'est que la CNESST, ce n'est pas juste une compagnie d'assurance. Non, il administre un régime en soi qui fait en sorte qu'on n'a plus le droit de poursuivre les employeurs. Et ça, c'est important parce que les employeurs, eux autres, ce qu'ils disent, c'est vraiment ça. Ils veulent nous amener sur le terrain de dire que la CNESST, c'est un assureur comme les autres et c'est normal qu'ils puissent contrôler ce qu'ils vont payer ou pas. Alors, assez rapidement, je m'en vais sur, dans le fond, c'est quoi qu'on revendique à la FTQ depuis 40 ans? C'est assez simple, ça tient juste sur une diapo. En santé et sécurité du travail, il y a une loi qui existe depuis 1979, il y a des droits fondamentaux qui sont là, le droit de refus, le droit du retrait préventif de la travailleuse enceinte, le droit à l'information, le droit de formation, mais on a aussi des mécanismes de participation qui n'ont jamais été promulgués pour toutes sortes de raisons. En fait, tous les outils sont dans la loi, mais en 80, normalement, en dans de 5 ans, là, tous les outils de prévention devaient s'appliquer à tous les secteurs d'activité. Aujourd'hui, en 2021, on a pris à l'époque juste les secteurs d'activité où il y avait le plus de lésions professionnelles, comme par exemple les mines, la forêt, certaines industries lourdes. Alors, on a mis les mécanismes là à l'époque et on a dit, bien, dans le temps, tout le monde va avoir les mécanismes. Ça n'a jamais bougé depuis ce temps-là. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, en 2021, nous avons seulement 11,6 % des travailleurs et des travailleuses de juridiction provinciale qui bénéficient de l'ensemble des outils de prévention. C'est quoi ces cas d'outils de prévention-là? Ils sont là. C'est le représentant ou la représentante à la prévention. C'est un comité de santé et sécurité paritaire siège avec l'employeur pour régler les problèmes. C'est un programme de prévention. Un programme de prévention, c'est comment on va rendre le milieu de travail conforme à la réglementation en vigueur, parce qu'il y en a beaucoup de règlements. Et il faut comprendre que si demain, il y a un nouveau règlement qui arrive, ça se peut que notre milieu de travail ne soit pas conforme tout de suite comme ça en claquant des doigts. Ce qu'on va faire, c'est que dans notre programme de prévention, on va dire, OK, comment on fait ça, dans combien de temps et qui fait quoi? C'est un peu comme un plan de match, un programme de prévention. Et l'autre outil de prévention, c'est le programme de santé spécifique à l'établissement qui se fait avec la santé publique, c'est-à-dire qu'on regarde quels sont les problèmes spécifiques de santé que pourraient subir les travailleurs et les travailleuses dans un milieu de travail. Hein. Dans une mine, d'une tour à bureau ou dans le secteur public ou le secteur privé, les enjeux peuvent être différents. Alors, c'est ce qu'on demande, c'est ça dans le fond, c'est juste ça. Et aussi, on demande le maintien intégral du retrait préventif de la femme enceinte ou qui allait. Et vous allez me dire, ce n'est pas une demande, ça, demander le maintien. Le but de ça, c'est qu'on le sait que le lobby patronal travaille très fort depuis longtemps
pour le faire sauter, hein, au motif qu'on n'est rien qu'au Québec qu'on a ça, fait qu'on devrait niveler avec les autres provinces en l'enlevant. Hein, souvent, c'est ça qu'ils disent. Et ils disent aussi que vous ne trouvez pas au Québec qu'il y en a assez de congés sociaux. Hein. Il y a le RQAP, il y a les congés dans la loi sur les normes du travail, il y a des semaines de vacances à n'en plus finir dans les normes du travail, ainsi de suite. C'est ça qu'ils disent, hein, les employeurs. Il faut juste leur rappeler que le programme, le PMSD, ce n'est pas un programme social, c'est un outil de prévention. C'est pas pareil, là. La seule raison pour laquelle une femme va bénéficier d'un retrait préventif lorsqu'elle devient enceinte, c'est parce qu'il y a des dangers, c'est parce qu'il y a des risques dans son milieu de travail. Dans le fond, c'est parce que c'est l'employeur qui n'a pas réussi à remplir son obligation d'éliminer les risques. Il faut le faire pareil. Ça prend du culot pour un employeur de justifier, de pousser pour le retrait d'un outil de prévention parce que tu invoques ta propre incompétence à respecter une loi. Alors, nous, ce qu'on demande à la FTQ, c'est le maintien. Alors, en prévention, en gros, c'est ça. C'est ça qu'on veut avoir. En réparation, il y avait aussi quelques problèmes. Yves en parlait tantôt, Yvon en parlait tantôt. Ça méritait, là, au début, c'était une loi qui était bien, mais qui a mal vieilli. Tout d'abord, ce qu'on demande, c'est l'application de la loi pour tout le monde. Il y a encore de la discrimination pour les travailleuses domestiques actuellement. Au moment où on se parle, elles n'ont pas le droit de bénéficier de la LETMP. Alors, tantôt, vous allez voir dans le projet de loi, elles vont pouvoir en bénéficier, mais à certaines conditions, puis avec des exigences ça va être facile pour les employeurs de contourner ces exigences-là et faire en sorte que les travailleuses domestiques vont être encore exclues de la protection de la loi. Alors, nous, ce qu'on demande, c'est la fin de la discrimination. Hein? Il n'y a pas d'autres groupes au Québec qui n'ont pas le droit à la loi, là. Alors, pourquoi qu'on continue une discrimination pour eux? On demande la fin de ça. Et aussi, la possibilité, ça c'est un petit peu plus technique, là, une retraite pour les travailleurs, les travailleuses du secteur de la construction. Actuellement, au Québec, si on a un accident de travail, durant la période de temps qu'on est arrêté, qu'on reçoit des indemnités de remplacement de revenus, la loi permet de payer ta partie de cotisation pour le maintien de ton fonds de pension, si tu en as un, évidemment, et pour le maintien de ton assurance collective. Alors, c'est possible de le faire et l'employeur n'aura pas le choix de payer sa part. Ça existe pour tout le monde, pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses au Québec, sauf pour le secteur de la construction. Alors, eux, s'ils ont un accident de travail, ils ne peuvent pas continuer de contribuer. Donc, c'est une forme de discrimination qu'ils vivent. On demande la fin de ça. On demande aussi la déjudiciarisation du système actuel. C'est sans surprise que vous savez qu'on est les champions de la contestation au Québec. Quand je dis on, je parle des employeurs. Au Canada, c'est la place qui a le plus de contestation. On conteste pour tout et pour rien. En fait, on conteste surtout pas pour corriger une injustice quand on est un employeur. Aujourd'hui, on conteste pour sauver de l'argent. Étant donné que les employeurs parlent souvent d'argent, on peut les comprendre. Le régime est fait que la façon qui est bâtie actuellement, il favorise la contestation. Être un employeur, là, c'est intéressant, c'est la façon de sauver de l'argent. L'autre façon de faire, c'est qu'il y aurait moins d'accidents de travail et de faire de la prévention. L'autre façon de faire, c'est de tout contester. Et on réussit à aller sauver des sommes importantes. Alors, nous, ce qu'on demandait, c'est qu'il faut déjudiciariser ça. Ça n'a plus d'allure. Souvenez-vous, les principes de Méredith, on a fait un compromis. On a fait un compromis en échange du fait qu'on n'a plus le droit de poursuivre. Tu crées un fonds pour nous indemniser. Ce fonds-là, il faut qu'il soit accessible, souple, facile d'accès. Il ne faut pas que ça soit compliqué, rapide, efficace. Quand on parle de CNESST aujourd'hui, c'est bien des affaires sauf ça. On demandait, actuellement, ce qu'on demandait, c'est l'abolition de la révision administrative. Vous savez, le palier, quand il y a une décision de la CNESST qui est rendue, il faut la contester. Ultimement, il y a le tribunal administratif du travail. Entre les deux, il y a la révision administrative. On a demandé de l'abolir. Ça crée des délais inutilement. Ça alourdit le processus. Et ça, là-dessus, même les employeurs, ils voulaient ça. Alors, c'est très décevant de voir dans le projet de loi actuel qu'on la maintient, la révision administrative. D'autant plus qu'on se fait dire depuis toujours à la FTQ, quand on siège avec des employeurs pour vérifier s'il n'y aurait pas des consensus pour des modifications apportées à des lois du travail, dans le cadre de la LETMP, on s'était entendu pour l'abolir. Alors, le ministre, il le maintient malgré tout. Ça, c'est décevant. On se fait dire, essayez de vous entendre, là, on s'entend, puis c'est encore là. On demande aussi l'abolition du bureau d'évaluation médicale. Je ne sais pas c'est quoi votre niveau de connaissance du régime. Il y a des aspects, c'est un petit peu plus technique, mais le bureau d'évaluation médicale, c'est lorsque le médecin traitant de la victime et le médecin de l'employeur ne s'entendent pas sur certains éléments qui ont le droit de ne pas s'entendre. Bien, il y a comme un tiers
qui est le Bureau d'évaluation médicale, qui sont des médecins normés par le CCTM, Conseil consultatif travail main-d'œuvre, pour juger puis rendre une décision qui va lier la CNESST. Okay? Alors, en abolissant ça, on vient déjudiciariser de façon importante le système actuel. Par ailleurs, 85 des décisions qui sont rendues par le BEM, lorsqu'on arrive au tribunal administratif du travail, au TAP, les décisions sont modifiées en tout ou en partie. Fait qu'on pourrait très bien vivre en l'abolissant. C'est tout simplement qu'on maintient la prépondérance de l'avis du médecin traitant jusqu'au TAP. Alors, il me semble qu'on viendrait de donner une bouffée d'air frais au régime. On pourrait déjudiciariser si on ferait ça, du moins en partie. Alors, c'est ce qu'on demandait. Et évidemment, la mise à jour, finalement, de l'annexe 1 sur les maladies professionnelles, c'est quoi ça? C'est les maladies professionnelles, ça a toujours été un défi pour les travailleurs et les travailleuses lorsqu'elles sont victimes de prouver que la maladie qu'elles souffrent, le cancer pulmonaire, peu importe le type de maladie, est relié au travail. Ça a toujours été ça, cela encore aujourd'hui. Mais en 1985, lors de l'adoption de la LETMP, le législateur a mis ce qu'on appelle en place une présomption pour aider justement les victimes à diminuer leur fardeau, de venir prouver au tribunal que leur maladie est reliée au travail. Ils appellent ça la présomption favorable. Alors, on a fait une annexe avec 43 maladies en 1985, où ce qu'on vient dire dans l'annexe, tu as tel cancer, tu es exposé à tel contaminant. Une fois que tu as fait la preuve des deux, la présomption s'applique. C'est à l'employeur à venir prouver que ton cancer ou que ta maladie n'est pas reliée au travail. C'est ça l'idée de la présomption favorable. Maintenant, depuis 1985, elle n'a pas bougé. Il y a eu une évolution depuis 1985 au niveau des connaissances scientifiques, médicales. Par exemple, à l'OIT, il y a au-dessus de 107 maladies qui savent se relier au travail. Nous, ce qu'on demande, c'est on peut-tu avoir, comme dans d'autres juridictions européennes ou dans d'autres pays où il n'y a pas juste au Québec qui ont mis ça en place, qui ont eu la bonne idée d'aider les victimes. C'est un peu partout dans le monde. Mais au Québec, on était rendu pas mal dernier. Sur 63 juridictions comparables, on se classe 63e. Alors, on n'est plus dedans. Ça fait longtemps qu'on ne fait plus les séries, si vous me permettez l'expression empruntée au hockey. Alors, nous, on aimerait ça revenir compétitif et mieux protéger les victimes. Alors, nous, ce qu'on demandait, c'est une mise à jour de l'annexe. Y a-t-il des éléments positifs quand même dans la loi sur la santé et sécurité du travail? Oui, il y a des timides avancées, on ne peut pas le cacher. Là, vous allez entendre le ministre, il l'a dit assez en commission parlementaire, il va le dire encore, là, mais écoutez, là, il y a beaucoup de travailleurs et de travailleuses. Là, maintenant, c'est 94 des travailleurs et travailleuses vont pouvoir bénéficier des mécanismes de prévention. C'est vrai qu'il y a une amélioration, c'est vrai qu'il l'élargit, mais c'est tellement amoindri comme ce qu'on va avoir comme outils. Les outils sont là, mais on ne pourra pas les utiliser si ce n'est d'un ridicule consommé. Tantôt, je pense que je vais les garder dans la présentation, je vais vous l'illustrer, là. Mais on va parler, là, mettons, selon le niveau de risque dans lequel notre entreprise va être classifiée. On va parler d'une demi-heure par mois pour faire de la prévention. Ça veut dire que, tu sais, ton représentant en santé et sécurité ou à la prévention, là, il y a une demi-heure par mois pour faire des rondes. C'est ridicule, ça n'a pas de sens. Je comprends que le ministre dit oui, mais c'est un minimum. Mais les gens qui ne sont pas syndiqués, là, ils se débrouillent souvent au minimum. Hein? Alors, il faut se syndiquer pour avoir plus. Évidemment, on est pour ça, là. Mais on passe complètement à côté de la cible. Ce n'est pas vrai comme avancée. C'est pour ça qu'on dit que c'est des timides avancées. La bonne nouvelle, s'il y en a une dans le projet de loi, c'est l'introduction à l'article 51 dans la section de la loi qui traite des obligations de l'employeur. Une nouvelle obligation, c'est celle d'assurer la protection des travailleurs et des travailleuses dans les situations de violence physique et psychologique, mais surtout incluant la violence conjugale. Et ça, au Québec, on était dernier aussi, c'est-à-dire au Canada, au Québec, on était dernier. Il y a d'autres dispositions qui existent dans d'autres provinces. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Je vous invite peut-être, pour ceux qui ont écouté la commission parlementaire, ou vous pouvez aussi aller voir le mémoire qui a été déposé par Rachel Cox, qui est une chercheure à l'UQAM, professeure, qui a beaucoup creusé cette question-là. Et elle est venue, elle, en commission parlementaire, nous dire que c'est un bon pas dans la bonne direction, mais évidemment, ça va prendre plus que ça. Ça va prendre des politiques, ça va prendre comment on fait pour traiter ces choses-là. Et surtout, nous, ce qu'on dit, c'est que si on veut vraiment être efficace, bien, ça va prendre des réunions de comité partout, dans tous les milieux de travail, pour prendre cette obligation-là et voir comment on va pouvoir aider les victimes de violences conjugales.
Bon, aussi, on introduit dans la loi certains termes qui sont liés aux risques psychosociaux. Ça, c'est déjà, c'est quand même une bonne nouvelle, mais dans les faits, c'était déjà reconnu par la jurisprudence, donc c'est déjà applicable. Et là, Isabelle, je me rends compte que je n'ai même pas mon cellulaire, je n'ai aucune façon de voir il est quelle heure, fait que tu me diras. C'est beau, Serge, je m'en occupe. OK. Maintenant, ce que le projet de loi 59 propose sur les 4 mécanismes de prévention, ceux que je vous parlais au départ, bon, comme je vous disais, une mise en place amoindrie des comités de santé et sécurité du travail dans les milieux de travail, une mise en place amoindrie de représentants et de représentantes en prévention dans les milieux de travail, un programme de prévention peut-être des fois à certains endroits, contrôlé par l'employeur. Et on vient abolir le programme de santé spécifique à l'établissement. Et là, on voit apparaître aussi le concept du multi-établissement. Ça, c'est quoi ça? C'est-à-dire que, et au départ, la FTQ au CCTM, lorsqu'on discutait de certains types de consensus qu'on pourrait avoir avec les employeurs, le multi-établissement, c'est tout simplement l'idée de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir la possibilité dans la loi d'avoir un comité et une personne représentant à la prévention, représentante à la prévention pour s'occuper de plusieurs milieux de travail. Okay? Nous, on visait surtout, l'intention, c'était surtout les plus petites entreprises. Parce qu'au Québec, même avec le projet de loi 59, en bas de 20, il n'y a aucune obligation de mettre en place un comité de santé et sécurité. Il faut que tu sois 20 et plus. Alors, on sait très bien qu'il y a un paquet d'entreprises de 15, 16, 17, 18 travailleurs, 10 travailleurs au Québec. Alors, nous, on disait peut-être ces gens-là pour les aider. Tu sais, créer un comité, c'est peut-être lourd, peut-être, ou puis d'avoir des gens libérés, c'est peut-être lourd. On pourrait avoir un employeur qui a plusieurs établissements. On pourrait tout simplement dire, bien, on forme un comité, puis une personne qui va pouvoir aller faire de la prévention dans tous les milieux de travail. Alors, ça, c'est quelque chose de nouveau. Mais maintenant, ce n'est pas vraiment ce qu'on souhaitait, parce que là, ce qu'on voit dans le projet de loi 59, c'est que l'employeur va pouvoir le faire tout seul. Il a décidé tout seul, alors que ce qu'on s'était entendu, c'était si un syndicat, évidemment, il faut que ça puisse être négocié. Et là, on ne parle plus de taille d'entreprise. Ça veut dire qu'il peut décider ça là, tout seul pour des grandes entreprises. Pensez par exemple à Hydro-Québec. Hydro-Québec, le nombre d'établissements, on vient de nommer une personne qui a un comité de santé et sécurité pour tout le monde. Ça n'a pas d'allure. La SAQ, la même chose à la SAQ. Le nombre d'établissements qu'ils ont, ça peut se ressembler, mais ils ont peut-être des comités avec des réalités spécifiques qu'il faudrait tenir compte que là, on ne sera plus obligé de tenir compte et l'employeur pourrait décider tout seul. Et c'est ça qui est odieux. Et tout ça va marcher selon le niveau de risque qui va être associé à notre secteur d'activité. C'est quoi ça, le niveau de risque? Tout d'abord, c'est que maintenant, et là, on est en train de refaire ce qui a été fait en 1979. Là. À l'époque, on a mis des secteurs prioritaires où c'est là qu'il y avait le plus de risques, où c'est là qu'il y avait le plus d'accidents de travail, c'est-à-dire. Alors là, aujourd'hui, excusez-moi l'expression, là, on invente une patente à gosse, là, où on va se retrouver avec différents niveaux de risque dans le projet de loi, dans notre milieu de travail. Il va falloir se retrouver là-dedans. Et ça va être réparti dans différentes catégories d'employeurs selon ils appellent ça le code de science, c'est-à-dire le système de classification des industries de l'Amérique du Nord. Alors là, selon ce qu'on va être classifié là-dedans, bien là, on va pouvoir se retrouver soit faible, de l'entreprise classifiée de risque faible, moyen ou élevé. Et là, selon ce qu'on va être, bien, c'est là qu'on va voir si on a des outils de prévention ou pas, tant en termes de fréquence qu'en termes de nombre d'heures de libération. Et là, je ne vous ai pas mis la diapositive parce qu'il faut que j'aille vite, en tout cas, je me dépêche. Mais dans le fond, et la façon que le calcul se fait, c'est une méthode de calcul mathématique qui prend combien ça t'a coûté de CSST dans les 10 dernières années. Et là, on va diviser ça par ta masse salariale et le produit de cette formule-là, le résultat que ça te donne, tu te compares aux autres employeurs de ton secteur d'activité. Et si tu es égal, tu es faible. Si c'est 2 fois plus élevé, tu es moyen. Et si c'est 3 fois plus élevé, tu vas être catégorisé élevé. Donc, ça veut dire que pour un employeur actuellement, je vous parlais de déjudiciarisation tantôt, pour un employeur actuellement, c'est drôlement intéressant de contester pour sauver de l'argent. Ça devient encore plus de contester et de cacher des lésions professionnelles parce qu'en plus, s'il réussit à faire ça, il va avoir moins d'obligations de mettre en place des outils de prévention. Alors, on rajoute un motif supplémentaire qui va encourager les employeurs à contester. Puis là, on n'est même pas en réparation, on est en prévention.
La diapo suivante, c'est juste pour vous montrer ce qu'on a actuellement dans les secteurs. La loi actuelle depuis 80, là, la loi LSST, pour les secteurs 1 et 2, c'est ce qui existe au niveau des fréquences des rencontres du comité. Si on compare avec le projet de loi 59, c'est là qu'on voit que ça n'a aucun sens, là. Par exemple, au niveau des fréquences de réunion, si on est dans risque faible, prenons une entreprise de 35 travailleurs, travailleuses, risque faible, alors c'est 2 rencontres. C'est 1 aux 6 mois, 2 rencontres par année. Une rencontre au mois de juillet, une rencontre au mois de décembre. J'espère que vous êtes efficace en maudit pour régler tous vos problèmes en santé et sécurité avec 2 rencontres par année, là. Okay? Alors, c'est ça. Quand il dit que ça s'applique partout, c'est ça, mais il y a bien des endroits où c'est faible. J'en profite pour être sûr de ne pas oublier de vous dire qu'actuellement, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation au Québec, c'est là qu'il y a le plus de lésions professionnelles dans les 10 dernières années. Ils se retrouvent dans le secteur faible. Ils n'auront pas le droit aux outils de prévention. C'est ça qui est un scandale en plus. Et il ne faut pas oublier que c'est une forme de discrimination systémique envers les femmes, hein, parce que les femmes se retrouvent majoritairement dans ces secteurs-là, de l'éducation et de la santé. Et elles subissent de la discrimination actuellement, ça va se poursuivre. Le ministre rate l'occasion de mettre fin à cette discrimination-là en permettant aux femmes d'avoir, sur un pied d'égalité, accès aux mêmes outils de prévention que les hommes, qui sont davantage dans des secteurs autres, là, comme les mines, comme la construction. Vous comprenez? Bon, les changements pour le comité de santé et sécurité, bon, je vais passer rapidement, je me suis devancé moi-même. Alors, on va parler du concept de multi-établissement par la seule volonté de l'employeur. Comme je vous disais, il peut décider tout seul, ça c'est une surprise. On met fin au programme de santé spécifique à l'établissement. Ça va être remplacé par un programme de prévention qui est élaboré tout seul par l'employeur, alors qu'actuellement, les syndicats participent à ça. Donc, le comité, il ne pourra plus approuver le programme de prévention. Ça devient un simple pouvoir de recommandation. Alors, on change le verbe, ça ne veut plus dire la même chose. Le comité ne choisit plus le médecin responsable de services de santé dans l'établissement, alors qu'actuellement, le syndicat avait un mot à dire. Donc, il y a une attaque assez importante au paritarisme. Tu sais, le ministre, c'est tout le temps, moi, je crois au paritarisme, je trouve que c'est important. Mais dans son projet de loi, là, ça n'a pas de l'air trop important de le maintenir à plusieurs égards. Sur les heures de représentants, de libération des représentants de la prévention, encore là, c'est un petit comparatif pour juste vous voyez un peu la différence. Si on prend vis-à-vis de la colonne du projet de loi 59, encore une fois, prenons, tiens, on va prendre une entreprise qui est de risque moyen. OK, 35 salariés, 40 salariés. OK, on est dans le premier en haut. Risque moyen, on parle d'1 heure et demie par mois de temps de libération. 1 heure et demie par mois. C'est ça, j'ai rien d'autre à dire. Sur le retrait préventif de la travailleuse, de la femme enceinte qui allait, le programme pour une maternité sans danger, évidemment, le ministre, il n'aurait pas pu directement s'attaquer au principe de la prépondérance du médecin traitant. Mais ce qu'on constate dans les 2 lois, c'est plusieurs petites attaques, un petit morceau à gauche, à droite, qui vient attaquer la prépondérance de l'avis du médecin traitant. Là, ce qui va arriver avec le projet de loi 59, tout d'abord, ce serait un certificat unique pour toutes les demandes, ce qu'on n'a pas actuellement, c'est-à-dire que tout le monde est égal au Québec. Le médecin chargé de la santé au travail, qu'on ne sait pas encore c'est qui, va remplacer le médecin qui a charge. Alors, le médecin chargé de la santé au travail, on a posé beaucoup de questions, mais on n'a pas même pas eu de réponse encore. Nous, ce qu'on a peur à FTQ, ce serait un médecin de boss, un médecin choisi par le boss qui va s'occuper des retraits préventifs de travailleuses enceintes. Comprenez qu'on ne voulait pas ça. En 85, on a sorti les médecins de la CSST parce qu'ils n'étaient pas, ils n'étaient pas vraiment gentils avec des victimes de lésions professionnelles. Alors, on les a remplacés par l'importance du médecin traitant qui est au cœur même du régime de réparation. C'est la meilleure personne pour faire le suivi des victimes, mais aussi des travailleuses enceintes. Là, on vient attaquer ça d'une certaine façon. Il va y avoir un protocole qui est établi par la santé publique sur lequel les médecins devront absolument se baser. Vous allez me dire, ouais, Serge, je ne vois pas peut-être trop, il y a où le problème, par exemple, une travailleuse qui est exposée à un contaminant dans un milieu de travail, puis une travailleuse dans une autre région qui est exposée au même contaminant. Je ne comprends pas pourquoi il n'y aurait pas le retrait préventif en même temps. Ça peut avoir du sens, mais là, ce qu'on vient enlever, c'est la possibilité aux médecins de dire il y a peut-être d'autres conditions que juste le contaminant dans le milieu de travail. Il y a toute la question de la prise en compte des facteurs individuels et spécifiques au milieu de travail. Une travailleuse là, qui travaille dans un milieu dur, pas syndiqué, avec la violence,
Puis si le protocole, il dit c'est 22 semaines de grossesse que tu es retiré, ben, peut-être qu'il va dire j'aimerais mieux te retirer à 17 semaines. Parce que l'autre travailleuse qui est exposée au même contaminant est syndiquée, elle a un bon syndicat, elle est bien protégée, les conditions de travail sont différentes, elle ne reste pas dans un quartier pauvre, genre, voyez-vous. Alors, on vient un peu enlever la prépondérance du médecin traitant. Donc, ça, c'est pour ça qu'on demandait le maintien intégral du retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allait. Donc, la diapo qui est là, c'est tout simplement, là, je n'ai pas le temps de vous parler du secteur de la construction, là. Ça ne fait pas la job non plus. Là, je vous ai mis en gros, en résumé, les principaux constats problématiques là, en question de prévention. Là, je le répète, hein, ça ne s'applique pas les mécanismes actuellement de façon égale pour tout le monde. Il y a un maintien de la discrimination systémique envers les secteurs à prédominance féminine. Ah oui, on parle aussi de délais importants avant que ces mécanismes-là rentrent en vigueur. On parle jusqu'en 2025. Là, dans pas long, je vais vous parler de la réparation. Vous allez voir que les coupeurs qui proposent, ça commencerait, par exemple, là, au lendemain de l'adoption du projet de loi. Donc, si ça serait juste ça le problème, on va patienter, là, mais il y en a d'autres. Vous le voyez, il y en a plusieurs. Bon, puis le baisse du nombre d'heures de libération, et ainsi de suite, tout ça, c'est dénoncé. Ça ne fait pas notre affaire, ça rate la cible. Ça fait, j'ai été très rapidement. Il y a un paquet d'autres choses que j'aurais pu vous parler, mais j'ai été rapidement sur la loi sur la santé et sécurité du travail. Il est quelle heure, Isabelle? Il me reste combien de temps pour aller à la réparation? Non, mais il est 19h11, mais on avait commencé un petit peu en retard. Parfait. Ça va, là. Continue, c'est vraiment important. Je ne peux pas aller plus vite, on dirait que je vais m'enfarger dans ma langue. Ben non, ben non. Alors, au niveau de la LETMP, encore une fois, bon, on s'est forcé, on a trouvé des timides avancées. Tout d'abord, je vous disais tantôt, il va y avoir l'assujettissement de la loi aux travailleuses domestiques, mais avec certaines restrictions qui sont quand même assez importantes. Et ça n'a pas de l'allure. Les restrictions en question, c'est qu'il va falloir, pour bénéficier de la LETMP, travailler 420 heures par année pour le même employeur. Donc, tu peux faire 500 heures, mais si tu le fais pour 2 employeurs différents, tu n'es pas couvert. Ou 7 semaines, puis l'autre, c'est 7 semaines consécutives à un minimum de 30 heures par semaine. C'est facile pour un employeur de faire travailler quelqu'un 25 heures, 28 heures par semaine. Fait qu'à ce moment-là, les travailleuses ne seront pas visées, les travailleuses domestiques ne seront pas visées par la protection de la loi. Donc, pourquoi maintenir ça encore? Là? En tout cas, ça pue sa place en 2021. Bonne nouvelle pour les étudiants et les étudiantes qui effectuent des stages non rémunérés d'observation de travail. Là, maintenant, il y avait une zone grise là, et on avait plusieurs décisions rendues par les tribunaux à cet effet-là. Là, maintenant, ça va être plus clair, on les inclut. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le fameux l'arrêt Caron de la Cour suprême qu'on a parlé amplement, avec raison, là, qui a été rendu, ça fait pas longtemps, c'est 2018, là, toute la question là, maintenant, là, où ce que les employeurs, là, ils ne pourront plus congédier légalement une victime de lésion professionnelle parce qu'elle est handicapée. Là, bon, je ne parlerai pas juste de l'arrêt Caron, il y a le test applicable, c'est la contrainte excessive. Mais maintenant, on vient rentrer certains principes dans la TMP, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle, mais en même temps, ce n'est pas une révolution non plus, parce que de toute façon, même si la loi sur cet aspect-là n'était pas changée, la CNESST, les employeurs et les tribunaux tenaient compte. Il n'y avait pas le choix de tenir compte de l'arrêt Caron. Donc, mais c'est quand même une timide avancée. Les risques psychosociaux qu'on vient introduire aussi dans la TMP, mais encore une fois, même commentaire que pour l'arrêt Caron, c'était déjà reconnu par la jurisprudence, donc ça s'appliquait déjà. Il y a aussi l'apparition d'une présomption légale, là, la fameuse présomption de l'article 29, qui est favorable afin de faciliter la reconnaissance de certains cancers chez les pompiers. Puis là, c'est les pompiers des municipalités. Là, on ne parle pas des autres types de pompiers en entreprise, ainsi de suite, là, juste pour eux. Mais ça aussi, c'était déjà reconnu actuellement par une politique interne de la CNESST conforme aux décisions qui ont été rendues par les tribunaux au cours des dernières décennies. Là, on les rentre dans la loi. Fait qu'on vient prendre, dans le fond, ce que les tribunaux avaient rendu comme décision, puis on les introduit dans la présomption pour aider un petit peu les pompiers, uniquement ce métier-là, à se faire reconnaître certains cancers professionnels liés à leur métier. Il y a aussi des constats problématiques en réparation, et c'est surtout là qu'on a constaté. Sur la prépondérance du médecin traitant qui est attaqué, bon, encore une fois, des petites attaques à gauche et à droite, mais quand même une assez importante que je vais vous expliquer dans cette diapo-là. Ben, avant d'aller plus loin, là, la réadaptation physique, il y a un grand pan de la loi, ça disparaît.
Il n'y a plus de réadaptation physique dans la LTMP, croyez-le ou non. Ça va être remplacé par un obscur règlement qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'a pas vu, difficile pour nous de se prononcer, mais c'est la CNESST qui va décider ça va être quoi la réadaptation physique. Là, on passe d'un transfert de la loi te dit c'est quoi, et là, on donne ça à un organisme qui est la CNESST. C'est ça que les employeurs sont contents. Là. Enfin, la CNESST va décider. S'ils veulent prendre ce pouvoir-là, là, ce n'est pas pour en donner plus. Ils ne pourront jamais en donner plus. C'est la loi qui permet ça. Ça va être pour l'enlever. Okay? Alors, tout ce qui est physio, ergo, tu sais, là, pour ceux qui font des dossiers de lésions professionnelles, là, tout ça disparaît. Okay? Ça, c'est drôlement inquiétant. Et c'est dénoncé. Il y a une nouvelle mesure de réadaptation avant la consolidation. La consolidation, ça, c'est la date où c'est le mieux que la science médicale peut te ramener. Hein, tu es consolidé. Maintenant, c'est le mieux qu'on peut faire pour te guérir. Alors, avant d'arriver à cette étape-là, la CNESST pourrait prévoir un retour graduel au travail. Ça, c'est prévu dans la loi. Ça veut dire que l'agent d'indemne de la CNESST t'appelle. Ouais, tu pourrais revenir au travail 2 jours par semaine avant ta date de conso. Okay? On ne consulte pas le médecin traitant. Ça, c'est une première. C'est la première fois qu'on va agir sur une victime sans passer par son médecin traitant. Et en plus de ça, sans droit de contestation pour la victime. Ça veut dire que le travailleur qui est chez eux, qui est en train de guérir son médecin, il dirait chez vous, la CNESST a le droit de l'appeler et de dire demain matin, tu viens travailler 2 jours par semaine. Évidemment, bon, la CNESST va parler à l'employeur. Là. Ça veut dire que tu viens travailler. Le travailleur n'a pas un mot à dire. Le médecin traitant n'a pas un mot à dire. Ça, ce n'est pas une attaque. Là. Ça, c'est le genre de truc que nos comités, on a lu plusieurs fois. On se disait, c'est impossible que ça soit ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire, finalement. C'est vraiment ça que ça veut dire. Il y a plusieurs nouveautés indésirables dans le projet de loi. Quand on parle, entre autres, là, à plusieurs endroits, et là, je n'ai pas fait la liste de tous les endroits, j'ai pigé les plus importantes. L'indemnité de remplacement de revenus, les indemnités, va devenir assujettie à de nouvelles conditions, toujours dans le but de limiter son accès. Ce qu'on marque comme petite modification, les petites virgules qui changent de place, on remplace le mot dû par des. En tout cas, ça, c'est à plusieurs endroits dans la loi, mais l'objectif, c'est de couper les indemnités de remplacement de revenus de façon. Ça va être plus facile pour la CNESST de le faire. On vient aussi, on constate l'abrogation du droit à l'assistance médicale qui va être remplacé par des services de santé, encore une fois, qui vont être déterminés par des règlements de la CNESST. Donc, c'est la CNESST qui va pouvoir décider ce qui est inclus. Actuellement, l'article 194 de la LETMP dit que les coûts d'une lésion professionnelle, les coûts de l'assistance médicale suite à une lésion professionnelle, c'est à la charge de la commission. C'est eux qui doivent payer à 100 %. Ce que je dis aux gens, là, quand je les rencontre, les plaideurs, là, ils en ont des dossiers, là, si le médecin le prescrit et que la CSST ne le paye pas, il faut contester, il faut aller au tribunal. Tu es quasiment sûr de gagner. 95 % de chance de gagner parce que la loi dit que l'assistance médicale qui est prescrite par le médecin traitant, c'est lui qui décide, c'est payé par la CNESST. Okay? Alors là, ça, c'est terminé. C'est la CNESST qui va commencer à décider ce qui est payable ou pas. C'est la CNESST qui pourrait dire demain, on ne paye plus les médicaments à 100 %, on les paye à 80 %. Je vous ramène encore à Meredith en 1931, le deal, on n'a plus le droit de poursuivre. Là, on est en train de perdre l'échange qu'on a fait avec eux. On n'a pas le droit de les poursuivre. Si j'ai le droit de poursuivre l'employeur, le juge va me payer tout ce que j'ai de besoin. Là, je ne peux plus poursuivre. Alors, ce qu'on va assister, c'est quoi? La CNESST va commencer à couper les... Bien, c'est ça l'intention qu'on voit dans le projet de loi 59. Par exemple, aussi, si on ne paye plus les médicaments ou une partie des médicaments, c'est quoi qui va arriver? C'est les victimes qui vont payer pour leurs médicaments. Ah, ben non, vous allez me dire, ben, ils réclameront à l'assurance collective. C'est déjà le cas actuellement, là, même si les gens devraient réclamer à la CNESST. Des fois, ils réclament à l'assurance collective parce que c'est moins compliqué. Alors là, ça va faire monter encore plus les coûts des assurances collectives. Il y a déjà une augmentation, c'est déjà hors de contrôle. Bon, alors ça va empirer la situation. C'est un transfert de fonds, dans le fond. Les employeurs se déresponsabilisent des coûts reliés à la réparation pour les victimes de lésions professionnelles, puis on transfère ça à d'autres comptes. Là, on envoie ça dans le privé ailleurs, mais ce n'est qu'une question de temps. Et si on réussit à la FTQ à avoir un régime public à 100 % pour les médicaments,
Bien là, c'est tout simplement nous, de bord, tout le monde qui est dans la salle ici ce soir, qui allons payer pour ça par nos taxes et impôts. Là, la CNESST, c'est les employeurs qui payent pour ça. Alors que là, c'est un détournement de fonds. Alors là, ça ne va pas bien à ce niveau-là non plus. Bon, sur la question de la déjudiciarisation, on va dans le sens contraire. J'en ai déjà dit un mot tantôt. Le maintien de la révision administrative. Ah, puis en plus de ça, on complexifie. Là, il va y avoir, parfois, on va pouvoir aller en révision administrative. Parfois, on va pouvoir aller au TAP. Mais parfois, on n'aura pas le choix d'aller en révision administrative avant d'aller au TAP. Ça va dépendre du type de décision qui est rendue par la CNESST. Si c'est sur des médicaments, si c'est... Alors, pourquoi faire simple quand ça peut être compliqué? C'est déjà compliqué. Des fois, on échappe. C'est du monde syndiqué, du monde qui ont suivi des cours. On a plaidé souvent des hors-délais. Ah, tu t'es trompé, ainsi de suite. Pourtant, il y a que 3 paliers. C'est assez simple, là, avec 2 délais. On échappe parfois parce que c'est comme ça. Imaginez-vous seulement 2 minutes, le monde pas syndiqué, quand il s'embarque dans ces nouvelles dédales-là, ça va devenir plus complexe. L'objectif, là, je pense que c'est ça. C'est de faire en sorte que ça devienne plus compliqué. Fait que si on est capable de s'en débarrasser de quelques réclamations, bien, ça sera tant mieux, ça va coûter moins cher aux employeurs. Même au niveau de certaines réclamations pour certains types de cancers. Certains types de cancers, tu as des délais. Pour d'autres, ça va être d'autres délais. Alors là, ça va venir compliqué pour les gens. Fait que là, si on hors délai, ils vont être obligés de le dire, tu n'as pas eu bon cancer. Si tu as eu ce cancer-là, tu ne serais pas hors délai, mais celui-là, malheureusement, tu es hors délai, tu n'auras pas le droit de réclamer. Rien pour faciliter la reconnaissance des maladies professionnelles. Tout d'abord, la fameuse annexe que je vous parlais tantôt, on vient l'abolir, puis elle s'en va dans un comité avec des professionnels qui vont étudier la possibilité de rajouter des maladies professionnelles à l'avenir pour éviter qu'on se retrouve encore une fois 40-45 ans sans l'ajout d'aucune maladie. Ça, on est d'accord avec l'idée. Cependant, ce à quoi on s'attendait à la FTQ, selon la nature des discussions qu'on avait eues, c'était une bonification immédiate de l'annexe de la LETMP. Et par la suite, là, on crée un comité. Puis d'ailleurs, ça, il est dans le projet de loi, là, la création d'un comité scientifique externe, indépendant, en tout cas, tout le kit pour être sûr qu'il y ait le plus d'indépendance possible, qui conseillerait le ministre à l'avenir, le gouvernement, pour rajouter des maladies. Et là, le monde syndical serait partie prenante de tout ça, puis le monde patronal aussi. Ça allait pour l'avenir. Mais là, on se retrouve avec rien. Puis là, ils nous amènent dans un comité où c'est hyper compliqué de faire avancer les dossiers parce que, bon, moi-même, je représente la FTQ sur certains comités paritaires là, à la CNESST ou au Conseil consultatif travail main-d'œuvre. Les employeurs ont juste à dire non, ça bloque le système. Là. Puis, tu sais, ils retardent. Pourquoi? Parce qu'ils attendent toujours un consensus. Bien, des fois, il n'y en aura pas de consensus. Alors, on nous envoie là dans un comité futur. Ça va prendre 168 ans avant d'avoir une nouvelle maladie, alors qu'on est déjà en retard. On en a 43. Dans d'autres juridictions, il y en a au-dessus de 100. Déception à ce niveau-là. Aucun cancer, comme je vous disais, qui ont été rajoutés sauf les pompiers. Ah, il y a le stress post-traumatique là, qui a été ajouté, mais il n'y a aucune autre nouvelle maladie qui est là. Stress post-traumatique, bon, ça peut être bon, sauf qu'ils l'ont rendu tellement difficile à faire appliquer. Je vais juste rapidement vous le lire là, dans l'annexe que ça dit, c'est pour que la présomption de stress post-traumatique puisse trouver application, ça va prendre une exposition répétée ou extrême à une blessure grave, une violence sexuelle, une menace de mort ou la mort effective, rien de moins, là, pour pouvoir bénéficier de la présomption. Ils ont mis une présomption pour les victimes qui est plus exigeante que ce que les tribunaux ont toujours dit. On n'avance pas, là, mais lui, le ministre, il disait que c'est une bonne nouvelle, il a mis une présomption dans la loi. Pour les gens là, qui ne connaissent pas vraiment le régime, parce que ce n'est pas tout le monde qui a le nez là-dedans, on n'en voit pas vraiment d'amélioration. Il n'y a pas vraiment de modernisation. L'application de cette fameuse présomption-là de l'article 29, ça dépend toujours de 3 éléments. Actuellement, dans la loi, c'est assez clair. Tu as un diagnostic, tu as un cancer, tu as une maladie, tu es exposé à tel contaminant, tu as une présomption. Là, maintenant, tu as un diagnostic, mais il va y avoir d'autres critères, d'autres conditions. Devinez qui va les mettre en place? La CNESST. Fait que là, ils vont arriver à des exigences qu'on ne connaît pas. Dans l'annexe de la loi, c'est dangereux, ça, là. On perd le contrôle sur notre annexe des présomptions favorables. Là. Et si c'est trop permissif, la CNESST, malheureusement, on parle d'expérience, ils vont l'enlever. Si jamais un juge dit oui, c'est acceptable, la CNESST, ils vont dire comment ça, ils ont accepté ça? Ça coûte trop cher aux employeurs, on le coupe. Là. Okay? Ça, on trouve que ce n'est pas favorable non plus. Ça va être remplacé par un règlement sur les maladies professionnelles qu'on ne connaît pas. En fait, il y en a quelques-unes qui ont été
qu'on a vu, là, entre autres, ce qui va être possible dans la loi et ce qui est déjà commencé, c'est qu'on vient rajouter certains critères pour la reconnaissance des maladies professionnelles qu'on n'a pas actuellement. Comme par exemple, on va rajouter certains critères, je l'ai-tu ici, excusez-moi. Ah non, OK. Il va y avoir certains critères comme par exemple une durée d'emploi minimale pour avoir un trouble musculo-squelettique, une tendinite, par exemple, à l'épaule. On parle de 2 ans dans le projet de loi 59. Ça veut dire qu'une personne pourrait avoir une tendinite au coude parce qu'elle a travaillé très fort pendant 1 an et 11 mois. Mais non, ça ne fait pas 2 ans. Si on ne l'a pas, ça, il n'y a pas cette contrainte-là actuellement. Pourquoi qu'on vient mettre cette contrainte-là? C'est contraire à ce que les tribunaux nous ont dit. Fait que la CNESST, là, c'est clair que ça ne faisait pas son affaire, la décision des tribunaux. Fait qu'on va en profiter de la réforme pour dire, voici une loi enfin qui va nous donner le contrôle sur ce qu'on veut payer ou pas. On va venir mettre en place certaines catégories d'emplois spécifiques. Comme par exemple, on sait qu'un soudeur dans une entreprise qui est exposé à certains types de métaux dans la fumée de soudage peut développer un cancer X ou Y. Okay? Il y en a déjà, qu'on le sait, qui devrait être dans l'annexe. Alors là, on va dire tel type de cancer, tel type d'exposition et soudeur. Bon, OK. Mais ton partenaire dans l'usine, ton collègue de travail, là, il est à 10 pieds de toi, il respire ta même fumée de soudage que toi, mais il n'est pas soudeur. Il est opérateur, ou il est opérateur de machine, ou je ne sais pas, il fait le ménage. Ah bien, lui, il ne pourra pas bénéficier parce qu'il n'est pas soudeur. Voyez-vous comment on cherche toujours à venir restreindre la portée de l'application de 29. On va aussi rajouter, il va falloir c'est-à-dire, comment dire, il va falloir qu'il y ait une absence de conditions personnelles. Comme par exemple, pour un cancer pulmonaire, dans la loi actuelle, dans le projet de loi, il parle qu'il va falloir que ça fasse au moins 10 ans que tu ne fumes plus. Soit que tu n'as jamais fumé ou que ça fait 10 ans que tu as arrêté. Alors, tu as 2 travailleurs qui travaillent ensemble dans le même milieu de travail. S'il y en a un que ça fait 8 ans qu'il a arrêté de fumer, puis que l'autre qui n'a jamais fumé, bien, pour le même type de cancer, celui que ça fait 8 ans qu'il a arrêté de fumer ne pourra pas bénéficier de la présomption parce qu'on vient de rajouter 10 ans de ne pas fumer dans la vie. Et ça, cette question-là, ça a déjà été réglé par les tribunaux. L'arrêt Guillemette de la Cour suprême, je m'excuse pour l'aspect plus technique, là, mais ils sont venus dire qu'il ne fallait pas tenir compte de ça. Bien, je pense que la CNESST ne l'a jamais pris. Ça fait longtemps, c'est dans les années 90, cette décision-là. On va le régler, on va mettre en place là, certaines conditions, l'absence de conditions partitionnelles pour pouvoir mettre en place une présomption favorable. Puis là, je vous en parle d'une, mais il y en a d'autres. Et dernier point là-dessus, c'est toute la question, le 6 mois. Ça reste à 6 mois le moment pour réclamer à la LATMP. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Cependant, dans le cadre d'une maladie, ça sera plus 6 mois à partir de la connaissance de l'origine professionnelle de ta maladie que ton délai de 6 mois va commencer. Ça va être 6 mois à partir du diagnostic. Ça n'a aucun sens. On vient exiger à la victime d'être meilleure que son médecin traitant, d'être meilleur que la science, d'être meilleur que ton employeur. C'est vrai que ton employeur, il nous cache jamais de documents puis on est au courant de tout. Là. Ça veut dire que tu as un cancer, ça peut prendre 1 an ou 2 avant que quelqu'un, quelque part, dise « Hey, ton cancer, là, faut que tu réclames à CNESST, c'est tel produit, on vient de faire des recherches, on l'a trouvé. Ton médecin dit ça. Ah ben non, tu avais 6 mois pour le faire. Comment voulez-vous que la victime s'en sorte? Fait qu'ils vont sauver des choix avec ça. C'est tellement vrai ce que je vous dis là tantôt, je vais vous montrer comment ils prévoient sauver l'argent, parce que ça a été calculé, ça a été documenté. La surdité, pourquoi je vous parle de celle-là? Parce que c'est actuellement la surdité, c'est la maladie professionnelle qui coûte le plus cher actuellement, c'est CNESST. On vient rajouter des critères qui sont contraires à la science. Ça, j'ai oublié de le dire. Hein. Le projet de loi est contraire à plusieurs aspects sur la science. Sur la question de la surdité, c'est flagrant. On parle d'un exposé à un niveau de bruit de 85 dBA pour au moins 2 ans. C'est 75 que l'OMS dit, 75 dB. 85, c'est out of nowhere, ça n'a aucun sens. Si on a une perte auditive de 22,5 dB et moins, ben, c'est plus admissible. On peut, actuellement, là, une surdité elle peut être d'origine professionnelle, mais on va le savoir, mais ça se peut que tu aies une perte de 21 dB. Tu es sourd à cause de ton travail, mais tu n'es pas assez sourd pour avoir le droit à un chèque. Okay? Tu as le droit à un chèque en haut de 22,5 dB, mais en bas, tu n'y auras pas droit. Mais ce que ça veut dire, cependant, c'est tu n'auras plus le droit à un appareil. Même si tu n'as pas le droit à un chèque, actuellement, tu as le droit à la réadaptation sociale, la réadaptation, un appareil auditif. Alors là, on vient d'exclure des milliers et des milliers de personnes qui sont sourdes à cause de leur travail parce qu'ils ne sont pas suffisamment sourds.
c'est ça que le projet de loi vient mettre en place aussi. Alors, on vient exiger aussi que la perte auditive doit être bilatérale. Ça aussi, ça n'a aucun sens. Ça arrive des fois que tu as une oreille qui est plus sourde que l'autre, comme par exemple les cas classiques. 95 là, c'est bilatéral, la surdité. Mais le cas classique du camionneur qui roule avec sa fenêtre ouverte, il y a plus de bruit du côté gauche de l'oreille. Alors, eux autres seraient plus admissibles. C'est pas basé sur la science, c'est purement politique, ces dispositions-là. Donc, je vous parlais tantôt de l'analyse réglementaire. Ça, c'est produit par le gouvernement, ce n'est pas la FTQ qui a fait ça. Ils sont obligés maintenant, quand il y a des lois, des règlements qui arrivent, pour regarder combien ça va coûter et combien ça va rapporter. Okay? Alors, tenez-vous bien, là. Ça, c'est le bout, là, ça confirme nos inquiétudes. Toute la question de l'abolition, on vient créer un règlement sur les soins de santé, puis on vient abolir la réadaptation physique. Alors, ce qui est prévu par l'analyse réglementaire, c'est des économies annuelles récurrentes entre 25 et 53,8 millions. À chaque année, les employeurs vont sauver ça. Ils l'ont calculé. Ça devrait être à peu près ça. L'obligation d'accommodement raisonnable, ça, je n'ai pas le temps de vous en parler, là, mais juste, en tout cas, vite, comment vous expliquer ça. Si la commission détermine que l'employeur est obligé de vous reprendre là, parce qu'il y a un emploi disponible malgré votre handicap, là, mais que l'employeur refuse de respecter la décision de la CNESST, on va venir couper l'IRR de la victime. C'est le monde à l'envers, mais ça, c'est dans le projet de loi. Alors ça, il prévoit sauver 15 millions presque par année avec cette modification-là à la loi. 417 000 les économies annuelles récurrentes liées aux maladies professionnelles. Tu sais, le monde qui va se mêler, là, bien, ils ont calculé, c'est bon, ça, le monde vont tellement se mêler et être tellement souvent hors délai, on va sauver 417 000 par année. Bon, petite affaire. Oui, c'est bon de couper au niveau de la surdité. Vous allez sauver à peu près 21 millions par année. Aussi, on vient limiter, ça je ne vous en ai pas parlé, là, rapidement, je peux vous le dire, la limitation des indemnités pour les travailleurs et les travailleuses de 5 ans et de 60 ans. On pense réaliser à peu près 8 millions par année. Ça, c'est quoi? Ça, c'est vous savez que si vous avez 55 ans et que vous avez une maladie professionnelle ou 60 ans si vous avez un accident de travail, actuellement, dans la loi, il y a une forme de présomption que si tu es plus capable de faire ton ancien emploi, puis là, on t'a déterminé un emploi convenable, tu as un an, vous savez, tu as un an pour trouver ta job, là, une job dont ils vont avoir décidé qu'il faudrait que tu fasses à l'avenir parce que tu es plus capable de faire ton ancien job. Il y avait une présomption à l'effet que, écoutez, rendu à cet âge-là, pour des raisons évidentes, tu es en compétition à 62 ans avec un handicap, là, à essayer de tourner sur le marché du travail. Ton risque, ta chance de retrouver un emploi est diminuée par rapport. Tu sais, tu es en compétition avec des jeunes là, pour aller pomper ou pour aller travailler à la station de service. Là. Alors, il disait, si tu ne trouves pas un emploi, on va fermer les yeux là-dessus. Tu vas pouvoir te rendre à 65 ans. Puis à 65 ans, la loi le prévoit. Là. Ton IRR se termine, on coupe de 25 jusqu'à temps qu'elle s'éteigne. Alors, ça, c'était dans la loi. Ça saute. Ça, ils veulent le faire sauter. Just too bad. Tu as 62 ans, tu as un handicap, peu importe c'est lequel, tu as un an de twin job. Si tu ne l'as pas trouvé, on coupe les IRR. Les mesures de réadaptation avant la date de conso, là, la CNESST qui t'appelle et qui dit tu viens travailler puis on saute la vie de ton médecin traitant, on juste un petit presque 20 millions là-dessus. Et on vient resserrer l'assignation temporaire avec un nouveau formulaire. Ça, je n'ai pas le temps de vous en parler, ça aurait été trop long, mais on vient sauver un autre 25 millions à ce niveau-là. Quand on les additionne, là, c'est entre 99 et 140 millions par année. 1 milliard en 10 ans que les employeurs vont sauver sur le dos de victimes. On n'a pas parlé de prévention. Là, on fait parler d'argent. On n'a pas parlé de la souffrance des gens, des travailleurs, des travailleuses qui sont blessés. On ne parle que d'argent. C'est 1 milliard, un petit peu plus qu'un milliard sur 10 ans qu'on va sauver en coupant même les besoins des victimes de lésions professionnelles. Ça, je vous en ai parlé assez souvent. Là, je passe rapidement là-dessus. Toute la question des pouvoirs accrus qu'on envoie à la CNESST, là, on trouve que ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Alors, en conclusion, nous, on trouve qu'il n'y a pas vraiment d'avantage au projet de loi 59. C'est comme un échange. On dirait qu'on assiste à un échange. Là, on attaque les droits des victimes, puis en échange de ça, on va vous donner un petit peu d'outils de prévention qui ne veulent presque rien dire dans tous les milieux de travail au Québec. Si on n'est pas d'accord avec ça, vous l'avez vu, je vous l'ai expliqué rapidement, mais vous l'avez vu, on attaque le paritarisme. On permet à l'employeur de décider des choses tout seul. Alors, le paritarisme, il faut que ça s'applique pas. Là. On dirait qu'il y en a de moins en moins.
rien vraiment dans le projet de loi pour améliorer la situation. On est très déçus à la FTQ de constater qu'on reste dans un système qui favorise la contestation au détriment de la prévention. C'est pas ça qu'on s'attendait. On pensait que ce gouvernement-là, ce ministre-là aurait le courage de vraiment changer la situation. Puis dans le fond, ce qu'on veut, en faisant de la prévention, les employeurs vont sauver de l'argent. Ça a été démontré ailleurs. Alors, pourquoi qu'on ne veut vraiment pas mettre en place des outils de prévention, puis on vient couper, on vient faire sauver de l'argent dans les poches des employeurs? Alors, c'est pour ça que nous, à la FTQ, on dit que ça n'a pas de sens. Et pour ceux qui penseraient, là, parce qu'il y en a qui disent « Ouais, mais vous autres, là, vous allez négocier, là, ça serait peut-être un bon deal. » Non, 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 nous autres, là, à la FTQ, on ne négocie pas en matière de santé et sécurité. C'est un sujet qui n'est pas négociable. Fait que voilà, ça fait le tour très rapidement là, du pourquoi là, le problème qu'on a, le problème important là, avec le projet de loi 59. C'est décevant parce que ça fait 40 ans qu'on demande. Là, ça fait 40 ans qu'on veut l'avoir. Là, on est en train de se battre pour l'avoir. En fait, ce qu'on voudrait, c'est que ce soit vraiment modifié. C'est vraiment lâcher les attaques auprès des victimes de lésions professionnelles, puis mettre en place des outils de prévention. Là, on va s'approcher de ce qu'on veut avoir à la FTQ. Merci. Merci beaucoup, Serge. Ça a été un tour de force que tu as relevé d'une main de maître. 7h30, c'est bon. S'il y en a qui se demandaient encore si c'était une bonne affaire, ce projet de la loi-là, je crois que vous avez une réponse à votre question. Définitivement pas. De ce que j'en retiens, c'est un projet de loi qui va contre la science, qui est un recul pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses, mais en particulier une attaque frontale contre les travailleuses, avec toutes les mesures que tu as mentionnées. Tout à fait. Dans le chat, j'ai mis le site santéarabais.ca, qui est le site qui a été créé par la FTQ, avec une panoplie d'outils pour un peu vous approprier tout ce que Serge a dit, avec des outils aussi que vous pouvez diffuser dans vos sections locales, avec des vidéos. En tout cas, je vous invite vraiment à le consulter parce qu'évidemment, il y a une campagne pour lutter contre PL59. Actuellement, je crois qu'il y a beaucoup de lobby aussi qui se fait. Les gens vont voir les députés. Il y a extrêmement beaucoup de mobilisation, là. Personnellement, là, je sais bien que sur Facebook ou des trucs comme ça, les algorithmes vont déterminer un peu qu'est-ce qu'on va voir, mais je n'ai jamais vu tant de choses passer contre un projet de loi dernièrement. Donc, je crois que ça va bon train. Puis évidemment, pourquoi est-ce qu'on fait ça ce soir ici? C'est pour vous inviter aussi à embarquer dans la lutte contre le projet de loi. Alors, merci infiniment, Serge. Ce que je vous propose de faire, c'est de mettre un terme à l'enregistrement, puis on pourrait passer à une période de questions. Juste encore. Oui.